Rana, Ovote o Karina Frogi, e o rometo hapi i roto i tēnei whare hapi atu aturu. E piahi atu avo i te whaito i a doktora, i te tito a tēnei protu i te. I raro i te arata ira a te orometua. E hi o mera i a tato i te whenua Guadeloupe o orometua Frédéric Afonso. No te e vovor a, o whiruri mei au, e tua tapapa mei, i te whiruri a, i te haamait e whaahoua tuara a, i te prau o te hapir a ora, i te mo reo Tahiti, te mo reo Mahau, te teha te mo reo. Naruto i te hamautar a, i te raur a te mo reo, e awa haatire te reo Tahiti. E te haatongoruar a, i te hapir a, i roto i te fofu a, o te raur a, o te mauhiru a tumu maahe. E whawhaia i wo o nei, no te mea te me o zera, nana e hap ora e nei wahi. Je peux continuer, Sarah? Oui, bien sûr. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas continuer en tahitien. Donc, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Karine Frogier. Peut-être que je dois te présenter. Oui, si tu veux. Ah, ok. Voilà, notre collègue Karine Léo Cadier, elle est enseignante ici. Donc, elle fait partie aussi du laboratoire CREF et elle va présenter un sujet concernant la contextualisation dans un contexte plus large de la Polynésie française. C'est avec Frédéric Anciot. Pour les gens qui connaissent Frédéric Anciot, il est professeur des universités à l'Université des Antilles et il est spécialisé en contextualisation didactique. Et il est là, Frédéric, je suis en retard, désolée. Bonjour, Vera. Oui. Bonjour, Vera. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Frédéric? Non, ravi de vous entendre, de vous voir et je laisse la parole à Karine. Ok, à bientôt. Ok, Karine. Okay. Oui, alors, Monsieur Frédéric Anciot, merci d'être à distance avec nous. Donc, Monsieur Frédéric et moi-même allons vous proposer aujourd'hui une communication orale inscrite dans l'axe 2 qui s'intitule Apprentissage et interculturalité à travers les dimensions linguistiques, sociales, anthropologiques et psychopédagogiques. Donc, le titre, vous voyez sur la première diapositive, le titre que nous proposons est le suivant, vers une approche contextualisante, plurilingue et interculturelle polynésienne, avec le sous-titre de l'intelligence collective à l'intelligence co-élaborative. Et nous choisissons le cas d'expérientiation de classe renversée en écosystème insulaire sur l'île de Moorea qui a été réalisé au mois de juin dernier avec nos étudiants de l'UPF. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous présenter, vous préciser que pour ma part, lors de mon parcours universitaire effectué en métropole, à Paris 3, à l'INALCO, de 90 à 94, j'ai pu obtenir ce qu'on appelle le CEDIFL, option B, qui est le certificat de didactique du français langue étrangère, et l'option B correspond à l'axe didactique, les pratiques et la formation des enseignants. J'ai alors pu à l'époque enseigner le FLE, le français langue étrangère, à un public adulte hétérogène, à Paris 3 et à l'Alliance française. La didactique des langues, qui est un terme, la didactique des langues et cultures, la DLC, qui est un terme de Galisson, ne m'a donc jamais quitté. La DLC est centrale pour moi depuis maintenant 30 ans d'enseignement. Grâce à cette expérience du passé, j'ai toujours osé opérer, souvent inconsciemment, très souvent inconsciemment, lors de mes enseignements, oser opérer des changements didactiques en vue d'apporter des améliorations, des transformations constructives, culturelles, pédagogiques et sociodidactiques à des apprenants
territoire en matière et de repenser la DLC polynésienne par le biais du plurilinguisme et de l'interculturalité, voire par l'intermédiaire de l'innovation de la pédagogie. Et je reprendrai le terme de l'hybridation pédagogique de Jean-Charles Caillé. En effet, nous sommes confrontés, même dans l'éducation nationale, à plusieurs mouvements, à cet enjeu de l'innovation pédagogique qui est en lien avec la DSC et qui n'est pas d'effacer ou de s'éloigner des sciences académiques, mais de les utiliser, de les étudier et de s'hybrider à elles. Pour rappel, concernant le cadre théorique, le schéma de Daben nous montre ici que la DLC est une discipline qui s'inscrit dans un champ d'investigation qui mêle à la fois les sciences du langage, la psychologie, les sciences de l'éducation, la sociologie, et j'ajouterai l'anthropologie, et pose un regard nouveau sur la complexité et la pluralité des contextes autour de concepts qui se croisent pour faire émerger la DLC vers une méthodologie de travail, voire une pédagogie avec des procédés techniques permettant une autre approche stratégique d'enseignement-apprentissage à nos apprenants. Dans le cas de l'enseignement du tahitien, c'est le concept de la contextualisation largement détaillé par nos collègues des Antilles, Forissier, Prudent, Ancio et Delcroix. Tous ces effets de contexte qui méritent vraiment d'être connus, d'être approfondis. C'est ce concept-là que nous utiliserons comme instrument pour l'étude des pratiques enseignantes et qui permettra de procéder à la modification, à la transposition des compétences linguistiques et interculturelles, voire à l'innovation, en osant utiliser les savoirs académiques, les savoir-faire de certaines personnes ressources, puis en réinventant une nouvelle pédagogie de la DLC polynésienne. Nous voyons ici cette précision de Blanchet, du chercheur Blanchet, qui nous dit que la contextualisation porte sur les processus et non sur le contexte donné, qui ne serait qu'un simple décor, ce qui veut dire qu'il faut prendre en compte, et je le cite, l'histoire, les expériences, les projets des acteurs sociaux et de leur rapport aux phénomènes observés ou interprétés. Cette démarche qui déclenche alors une réelle envie de connaître, d'apprendre, d'interagir, de parler le tahitien, montrant ainsi le chemin à parcourir, le processus à suivre, tout en respectant la variabilité de son écosystème contextualisé qui tend à évoluer progressivement dans le temps. Mais quelle serait la démarche à suivre sur le plan pédagogique, sur le plan socio-didactique? Alors, je vais parler de l'expérientiation. L'expérientiation selon Dewey, où l'apprenant est amené finalement à être une personne non plus active uniquement, mais un acteur sujet en visant l'expérientiation qui est un moyen d'acquisition de connaissances par expérience personnelle dans un environnement qui est propre à l'individu. C'est une opération de transmission en immersion en faisant fonctionner la théorie suivie d'une méthodologie. Donc l'apprenant devient alors un étudiant ou un acteur sujet. Cette stratégie pédagogique et didactique modifie alors la posture non seulement des étudiants, mais aussi celle de l'enseignant qui est finalement amené à comprendre que tout changement didactique commence par lui-même en adoptant un nouvel état d'esprit à concrétiser, à cultiver progressivement afin d'oser emprunter de nouvelles directives. En adoptant ainsi ce changement de posture, l'étudiant serait plus à même d'agir autrement en suivant la perspective de deux concepts qui sont les suivants, l'interculturalité et l'altérité, qui selon Abdallah Pretsey, il s'agit de valoriser l'inter plutôt que le culturel, en allant à la rencontre de l'autre et non de sa culture.
Nous sommes alors dans une pédagogie de pédagogie collaborative qui attribue en fait des rôles précis à nos apprenants. Par exemple, des étudiants traducteurs, des étudiants, des apprenants reformulateurs de consignes. Et ceci favorise leur engagement dans la communauté de la recherche. Il permet également d'instaurer une communication de sujet à sujet qui vise une certaine éthique relationnelle s'articulant autour des principes suivants. Une formule que je reprends de Glissant, le droit à l'opacité, la liberté du sujet à s'exprimer ou alors à partager ses expériences. Autour de ce concept de l'intelligence collective, je nomme les chercheurs Caillé et Carissimo Larquizo qui utilisent cette expression pour définir la capacité de différents individus à mettre en convergence leur intelligence individuelle en termes de compétences et de connaissances. Ce processus ne se limite donc pas aux interactions entre les membres d'une communauté, mais intègre la prise en compte de l'environnement, d'où ce passage de l'intelligence collaborative vers l'intelligence co-élaborative. Nous voyons ici que, je rappelle juste que le terme innovation provient de l'innovation pédagogique qui est une mise en place d'un nouveau mode de communication qui stimule la créativité. Nous passons de la co-élaboration à une innovation qui stimule, nous passons de la collaboration à la co-élaboration et on passe alors de l'intelligence collective et à l'intelligence co-élaborative. Nous pourrions alors nous poser cette question, comme la question que s'est posée Glissant. Comment alors être soi-même sans se fermer à l'autre et comment s'ouvrir à l'autre sans se perdre soi-même? Comme hypothèse, nous pourrions proposer les quelques éléments suivants. Eh bien, permettre l'innovation pédagogique en stimulant la créativité, qui est une véritable intelligence, savoir transcender nos différences, et montrer une ouverture d'esprit vers une réconciliation entre diversité et société, entre culture et société, puis entre communauté et identité différenciées. Et, comme nous avons vu tout à l'heure, favoriser l'interculturalité et l'altérité. Mais on peut se poser également la question, comment alors innover dans l'enseignement-apprentissage du tahitien à travers une approche contextualisante, plurilingue et interculturelle? Comment passer de la créativité à l'innovation pédagogique? Pour répondre à ces questions, nous allons entrer dans le cadre méthodologique en nous focalisant sur le cas d'expérientiation vécue à Moorea par des étudiants de la filière langue et culture polynésienne du 6 au 9 juin dernier. Mais tout d'abord, le mot innovation est issu du latin innovare, qui signifie nouveau, qui signifie introduire quelque chose de nouveau dans un domaine particulier. Appliqué à ce domaine, c'est le concept de la classe renversée qui favorise et préserve cette biodiversité par le biais de l'enseignement interactif et co-élaboratif. Pour cela, nous allons vous présenter le choix de l'échantillonnage. Donc, dans un premier temps, vous avez ici l'échantillonnement avec des étudiants spécialement de niveau de deuxième année de langue et culture polynésienne, où il y a eu tout un travail collaboratif. C'est le travail collectif sur la littérature orale polynésienne, par exemple la cosmogonie, les mythes, les héros polynésiens, ou encore les récits authentiques de l'île de Moorea,
Il y a eu tout un travail de réflexion autour du thème choisi et de la création des équipes autour de l'avancement de ces travaux de réflexion, ces travaux de recherche. L'échantillon 2 concerne des travaux co-élaboratifs où les étudiants ont décidé d'ouvrir ce projet à d'autres étudiants des autres filières de l'UPF. Et donc, nous avons eu la chance d'accueillir un étudiant en droit, une étudiante de l'éco-gestion, une étudiante inscrite en double cursus en tant que le parcours non assidu en langue et culture polynésienne. La démarche qui a été suivie montre que la participation de l'échantillon 2 au projet pédagogique et interculturel à Moorea, d'ailleurs vous voyez ici sur cette photo une randonnée que nous avions faite ensemble vers un mont qui s'appelle le mont Ho'iho'irai à Moorea et qui a permis de réajuster des données qui se trouvent dans des ouvrages connus par nos étudiants et par le corps enseignant, mais des informations qui ne sont pas justes. Donc, nous avons valorisé la place des personnes ressources. Par exemple, cet expert, M. Taputuar Ei Franck, qui est un natif de Moorea et qui a apporté beaucoup de réajustements dans notre travail pédagogique lors de ce séjour. La répartition donc des tâches sur ce site Tepuatitia Moorea, présidé par Hinano Murphy, a donc été faite de la manière suivante. Il y a ici 6 îlots de différents étudiants, des groupes de 3 et un groupe de 4 personnes, avec 2 étudiants qui ont été choisis de l'échantillon 1. Cette fille, l'enseignant, les enseignants encadrants et les personnes ressources. Ce changement de posture a permis à nos étudiants de gérer les tâches à faire au sein de chaque groupe, de respecter le timing dans le groupe et d'encadrer surtout avec bienveillance les travaux qui étaient liés à l'immersion linguistique et interculturelle polynésienne. Donc, Oui, je vais clôturer. Alors, tout ce travail co-élaboratif contextualisé nous a permis de comprendre, à travers ces différentes enquêtes, la récolte des données, les enregistrements divers, que le partage, les échanges entre les personnes ressources et le corps enseignant, ainsi que les institutions, peuvent aider à une meilleure contextualisation, à une meilleure prise en compte de l'éducation. Un meilleur échange également, non seulement en français, mais surtout dans nos langues polynésiennes. Donc, nous avons remarqué qu'il y a eu un déblocage chez les étudiants qui se disent ne pas bien parler en tahitien, mais finalement, ils savent parler en tahitien, sauf qu'ils étaient, je ne sais pas, peut-être ils ont un blocage jusqu'à ce jour. Très rapidement, il y a des résultats suite à 2 expérientiations interculturelles. La première qui concerne le plan pédagogique où il a fallu travailler, où nous avons travaillé avec 2 classes bilingues à parité horaire du collège d'Afriatou. Et il a fallu que toute cette communauté d'étudiants et de collégiens monte dans la vallée de Punho pour pouvoir planter d'autres plants de ourou, l'arbre à pain. La deuxième expérientiation concerne l'apprentissage d'un chant traditionnel à voix polyphonique, ce que nous appelons le ruo. Et là également, le travail sur la posture des étudiants a été observé. Cet esprit de cohésion co-élaboratif, le renversement des rôles, cette modification de statut et de posture. Et nous avons également noté une meilleure transmission plurilingue. Les étudiants ne sont pas restés en tant qu'acteurs sur le terrain,
mais ils sont, et j'emprunte à Caillé, le terme de consommateur, mais des consommateurs acteurs. Pour nous, qui est le lieu des relations interpersonnelles, plurilingues, est en fait le point où nous aimerions nous focaliser, puisque le terrain n'est pas seulement un lieu de recherche, mais c'est également un lieu où des interactions peuvent s'établir, des interactions intergénérationnelles. J'ai mis en tahitien ici le mot toi a ai, et taïmetra no te fa itera, it farereira, te farereira, no te fa itera, it fofa, o te toi a ai, o te whenua. Donc, montrer l'importance Pour terminer, nous souhaiterons rappeler que la classe renversée permet finalement d'aboutir à un vrai modèle de plurilinguisme, puisque les acteurs en immersion co-élaborent pour une meilleure valorisation de la diversité interculturelle et plurilingue polynésienne. En regardant bien cette carte cette photo prise de l'université, prise de la cafétéria de l'université, nous avons ce tableau vivant où il y a Moorea avec cette pieuvre virtuelle, mais en même temps réel, 8 chaînes de montagnes, rappelant justement cette pieuvre avec dans les 8 directions qui pourraient métaphoriquement symboliser, dans le cadre de cette étude, les nouvelles perspectives à approfondir dans le cadre de l'innovation pédagogique pour une meilleure approche contextualisante, interculturelle et plurilingue polynésienne. Mon directeur de thèse et moi-même, eh bien, vous remercions pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, est-ce que vous avez que les enseignants, par exemple, peuvent utiliser pour pouvoir faire intervenir dans les classes, par exemple, ou voilà, si c'est facile à trouver des personnes ressources. Pas forcément d'enseignants. Pas forcément d'enseignants. Okay. Comme les Alors, nous n'avons pas cette liste officielle des personnes ressources. Ce que nous faisons, le corps enseignant de l'Université de la Polynésie française, de la filière langue et culture polynésienne, eh bien, nous faisons marcher nos connaissances, et spécialement les connaissances de nos étudiants. On peut, par exemple, poser la question, par exemple, connaissez-vous un site, tout en sachant que le mot est très important, une randonnée à faire. Je pose la question aux étudiants, connaissez-vous quelqu'un de la commune de Hapiti? Et forcément, dans l'assemblée estudiantine, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va lever la main avec beaucoup de fierté pour annoncer, oui, mon grand-père connaît telle légende, oui, ma grand-mère fait ceci ou fait cela. Mais c'est vrai que c'est une liste adressée, c'est une liste officielle vraiment adressée par rapport à nos matahiapo, à nos personnes ressources, parce que beaucoup ont une richesse, mais ils sont très âgés aujourd'hui, en 90 ans, 95 ans pour certains,
Mais nous rencontrons sur le Fénois un gros problème aussi parce qu'il n'est pas facile d'aller vers nos personnes âgées. Certains n'ouvrent pas facilement la porte de leur cœur. Et donc, c'est aussi un tabou, c'est sacré d'accepter, de transmettre ce qu'ils ont dans le ventre, dans les entrailles, dans le manava. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est vrai qu'on devrait, peut-être avec la DG2E aussi, le vice-rectorat, l'université, l'INSPE, penser à dresser cette liste et pourquoi pas avec nos étudiants de master pour faciliter pour dresser cette liste-là. Merci beaucoup. Une question là. Voilà, juste, on a 2 minutes, une question rapide, une réponse rapide. Ah oui. Ok. Marlou, rapide, c'est toujours difficile. Oui, je suis désolée. Merci beaucoup pour ta communication. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je partage beaucoup de tes réflexions théoriques, y compris le concept d'expérimentation. Donc, moi, je travaille en Guadeloupe depuis 20 ans. Donc, j'ai pu effectivement mesurer un petit peu entre guillemets, je ne pas comme ça, la diversité d'approches, de formes de recherche. Et en Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il y a un peu la même problématique par rapport au savoir. Des savoirs enfouis, des savoirs cachés, des savoirs invisibles. Donc, avant même d'envisager la question de la transposition didactique, il faut en fait mettre à jour et montrer aux étudiants, futurs enseignants, qu'ils ont des savoirs, y compris notamment les savoirs pluriels. Donc, ma question, c'était par rapport à la recherche-action, qu'est-ce que c'est qui est poursuivi en termes de rendu ou de pratiques un peu réflexives pour que justement il y ait le processus aussi de conscientisation et de valorisation de leur propre savoir avec les étudiants. Après la recherche sur le terrain, est-ce qu'il y a un écrit qui est prévu, etc., qui permet de consolider ce travail-là de conscientisation, notamment de leur savoir? Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est Madame Filon. Oui. Oui, nous étions en communication déjà il y a 2-3 ans lorsque je cherchais un professeur HDR. Je suis très contente de faire votre connaissance. Et donc, oui. Parce que sinon, je ne repasse où. Oui. Nous, on est en Tahiti, donc c'est un petit paysage. Et donc, oui, nous avons un travail en réflexion et même en action en ce moment parce que nous sommes en train avec les étudiants de l'échantillon 1 et de l'échantillon 2 de tout retranscrire. Nous avons réussi à filmer chaque intervenant, chaque personne ressource, chaque vieillard de l'île de Mooria. Et nous sommes en train de finir la transcription de ces données. Et nous souhaiterions, avec la permission de nos personnes ressources, traduire en français et pourquoi pas en anglais. Des marquisiens souhaiteraient aussi traduire en marquisien. Et du coup, les Moutous veulent aussi traduire. Et ça nous fait un travail monstrueux. Mais nous avons envie de créer ce petit recueil plurilingue. Ce n'est pas pour vendre, mais pour distribuer dans nos écoles du premier degré et du second degré. En commençant par nos étudiants. Mais nous avons très envie, avec l'aide de M. Capoutoir et Franck, qui nous guide dans ce travail de transcription, de réaliser et d'obtenir cette revue plurilingue. Prochainement, on va l'accueillir en classe parce que nous allons projeter les transcriptions et il souhaiterait ajouter les éléments qu'il a oublié de nous dire lors du séjour culturel. Et donc, c'est pour vraiment compléter les différentes histoires, même les différentes problématiques que nous avons rencontrées. Nous souhaiterions bien d'ici la fin peut-être de l'année universitaire terminer avec cette petite revue plurilingue et qui va certainement servir aussi à nos étudiants de master qui sont futurs professeurs des écoles, MEF 1 et puis MEF 4 aussi. Premier degré, second degré. Désolée, on n'a pas le temps. Mais merci. Au revoir. Merci.